Bonjour à la maison, merci d'être là à cette nouvelle édition de Pour votre information dans le Grand Montréal, un peu partout. Merci de nous choisir avec cette nouvelle saison depuis quelques éditions. On vous sent là, puis ça nous fait vraiment, vraiment chaud au cœur. Une autre belle émission cette semaine avec Guylaine Archambault, qui est directrice générale du Musée de la Santé Armand Frappier, avec une toute nouvelle exposition qui y est présentée. Louis Lalonde, qui est porte-parole du mouvement Vélo Sympathique, nouvelle certification pour Laval et pour Montréal. Vous comprendrez un peu plus loin. Jérémy Dauphinet-Tremblay vient nous parler d'un festival numérique qui aura lieu en novembre. Aussi, la formation de Wild Palominos vient nous présenter son plus récent album. Il y a aussi des auteurs et également des acteurs de la scène théâtrale qui viendront nous parler d'une toute nouvelle pièce bientôt présentée, soit Pierre et aussi Denise Roussel. On aura l'occasion de parler cinéma avec Nicolas Vincent Poirier et aussi tout d'abord Simon Fournier qui est de la troupe de l'Opéra Bouffe Québec. Bonne émission. Après avoir fait salle comble en 2023 avec une série de représentations concernant l'œuvre de Jacques Offenbach, on revient pour l'Opéra Bouffe du Québec. Et puis, il y a une série de représentations qui sera chez nous du 26 octobre au 3 novembre prochain, matinée, soirée, selon les dates que vous choisirez. Du côté de la Maison des Arts de Laval, on en discute de ce spectacle, d'ailleurs, qui nous amènera dans la vie parisienne, œuvre encore de Jacques Offenbach, directeur général et artistique avec nous autres. C'est justement Simon qui est devenu un habitué, je pense. Simon Fournier, bonjour. Bonjour, un habitué de ma TV. Oui, puis un habitué de cette émission pour votre information, parce que vous étiez venu nous parler de l'œuvre de 2023. Ça avait fort bien été, salle comble, si je comprends bien. Oui. Puis c'est ça. Alors, on retourne encore à Offenbach. Puis là, cette fois-ci, il y avait vraiment un incontournable de son corpus, là, qui est la vie parisienne. C'est un spectacle de plaisir, de fête. Je dirais même de fête à l'excès. Oui. Quand on pense à Offenbach, d'ailleurs, est-ce que c'est un peu... Je ne veux pas faire de mauvais amalgame, mais je vais un peu pour illustrer aux gens, Yvon Deschamps est-il un peu... celui qui a incarné l'humour au Québec, qui a été le père fondateur, ou Félix Leclerc pour la chanson québécoise. Est-ce qu'on peut dire que Jacques Offenbach pour l'Opéra Bouffe, c'est un peu ça? Oui, il a rendu les lettres de noblesse de l'opérette. On s'appelle l'Opéra Bouffe du Québec. Oui, l'Opéra Bouffe du Québec, avant qu'on me le demande. Oui. Il n'y a pas de spaghetti offert à l'entracte. Ce n'est pas un souper spaghetti, c'est vraiment de l'opérette. L'Opéra Bouffe, j'aurais aimé ça. C'est un synonyme d'opérette. Et puis l'opérette, c'est quoi? Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi de l'opérette, c'est en fait de la comédie musicale. Mais au lieu d'avoir un band rock là, qui est populaire, qui accompagne, c'est un orchestre. Alors nous, on a un petit orchestre de 12 musiciens. Petit? Oui, quand même, c'est pas si pire. Puis qui accompagne une douzaine de chanteurs solistes, plus de 30 choristes. Ça fait bien du monde. Ça fait comme je vous disais, c'était la fête à l'excès. Ça fait des gros parties sur scène. Oui. Puis, notre metteur en scène, qui est Alain Zouvi, pour une 4e saison d'affilée, un nouveau record à l'OBQ, voudrait que je vous dise que cette fête-là, lui, il veut absolument intégrer le public dans cette fête-là. Puis ça, le public va vite s'en rendre compte dès le départ. Ils vont sentir qu'ils sont comme, OK, ils font partie intégrante là, de l'ambiance de la fête. Et la vie parisienne, racontez-nous un peu, on nous amène où? On n'est pas dans les années folles dans les Non, nous, ça se passe, on a décidé de situer l'action en 1900, année de l'exposition, d'une des expositions universelles qui a eu lieu à Paris, et année aussi des Jeux olympiques. Oui. Alors, Pierre de Coubertin compagnie. Là. Alors, c'est parfait pour 2024 aussi, les Jeux olympiques à Paris. Puis, l'œuvre a été composée dans le cadre de l'exposition universelle précédente, celle de 1867 à Paris. Alors, Offenbach et ses librettistes à Lévis et Meillac on voulait présenter à tous ces touristes qui allaient arriver à Paris, ils voulaient présenter un peu c'est quoi la vie parisienne? C'est peut-être pas ce qu'on pense. C'est pas le Paris qu'on retrouve dans les guides touristiques officiels ou aujourd'hui sur le bateau-mouche de la Seine. Ou les bistrots, ou les c'est plus que ça. C'est plus que ça. Puis c'est ce que Offenbach et ses librettistes présentent, et c'est ce qu'on présente aussi. C'est le Paris plutôt after hour, le Paris, les restos clandestins. Les excès. Les excès.
Là, j'entends encore Alain Zoubi qui dit « On va y parler de... » Genre, je ne peux pas le dire à la télé, mais c'est un mot de 3 lettres qui commence par C, qui finit par L. OK. Oh! Ce n'est pas col, ni cil, Ah, en tout cas. Moi, je pensais que c'était poétique. Tu sais, un mot de 3 lettres. Non, Mais je vois déjà penser au bon mot, là. Oui, oui. Puis c'est pas moi qui l'aurais dit, c'est vous Mais qui ça l'aurez... mène à l'amour, des fois, ça. Ben voilà. Hein? Voilà. Alors, c'est ça. Ben, Ça, c'est poétique, par exemple. Alors, c'est les gens qui viennent de partout qui, en fait, se disent qu'à Paris, ils vont retrouver peut-être quelque chose qu'ils ont perdu chez eux. On parle du romantisme, en tout cas, quand on parle de Paris et de la France, on parle Il y a du romantisme. Il y a du romantisme, quand même. Oui, oui, ça part de là. C'est bon. Et d'ailleurs, est-ce que, parce que vous avez parlé de plus de 40 personnes qui travaillent sur la production, pour construire une pièce comme celle-là, ça doit être du travail colossal en amont, en prévision de la première du 26 octobre? Oui, il y a tous les interprètes, mais aussi toute l'équipe d'artisans, scénographes, costumes, accessoires, chorégraphie. Puis là, c'est ça. Alors, nous, notre travail, je dis nous parce que moi, je suis le directeur musical, puis avec Alain, metteur en scène, son assistant Philippe Gobeil, c'est des réunions, puis toute l'équipe de production pour essayer justement d'avoir quelque chose de cohérent et puis de bien passer l'idée, le concept artistique auprès des interprètes parce que c'est eux qui finalement vont incarner tout ça. Et d'ailleurs, pour nous replonger dans ce Paris de cette époque-là, est-ce qu'au niveau des décors, on a été de façon minimaliste ou on n'a comme pas le choix parce qu'on est 40 personnes sur scène. Là. Donc, oui, c'est assez minimaliste, mais en passant, c'est Jean Barre, une sommité dans la scénographie au Québec, qui fait nos décors, qui dessine nos décors et donc, avec très peu d'éléments, c'est un décor qui, je dirais, qui parle beaucoup. Comme tout ce qu'il fait d'ailleurs, Jean, c'est toujours c'est une symbolique très forte. C'est peu d'éléments, mais tout de suite, OK, l'atmosphère, la bonne atmosphère, le lieu est bien compris rapidement. On comprend là où on est, le lieu. Oui, on comprend là où on est, puis oui. C'est ça. Et bon, la chanson, évidemment, le chant, la musique, la danse fait partie également de l'opérette. Donc, tout ça est imbriqué dans votre pièce, finalement. Oui. À la danse, il y a comme des numéros, moi, qui me font penser un peu au Bollywood, c'est-à-dire que, parce que dans les fins d'acte, tous les protagonistes, qu'ils soient bons ou méchants, tout le monde danse ensemble quand même. Les premiers rôles ou les seconds rôles, tout le monde danse ensemble, c'est ce qui donne une énergie, une force vraiment intéressante à voir. C'est ça, je pense que est-ce qu'on a de la valse, je pense? Il y a de la valse, mon Dieu, il y a... Toutes sortes de types de danse. Je ne suis pas un expert en danse, mais il y a du cancan, évidemment. Aussi. Parce que, la vie parisienne... À l'époque, de ces effeuilleuses et compagnie, puis tout ça, mais est-ce que, aussi en tant que spectateur, moi je me dis, on ne peut pas rester insensible à autant d'énergie sur scène lorsqu'on assiste à des opérettes. Là. Oui. Puis c'est des chanteurs aussi, les solistes, c'est des chanteurs lyriques. Alors, c'est toujours quand même assez impressionnant d'entendre ces chanteurs. La Maison des Arts le permet aussi, c'est assez intime, comme il y a à peu près 300 places. C'est pour ça qu'il faut se dépêcher pour acheter des billets, parce que seulement 6 spectacles, ça part comme des petits pains chauds. Il y a des matinées, des soirées. Là. Ou comme des pains baguettes. Mais chose certaine, je vous incite à, dès maintenant, à vous procurer des billets, parce que c'est tout le temps qu'on avait, mais quelle belle invitation que vous nous avez donnée. Alors, Soit la vie parisienne œuvre dès le 26 octobre jusqu'au 3 novembre prochain chez nous à la Maison des Arts de Laval. M. Simon Fournier, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie pour l'invitation. Les changements climatiques, c'est la plus grande menace à la santé humaine au 21e siècle, selon plusieurs instances gouvernementales ou internationales. Et il y a une nouvelle, ces jours-ci, nouvelle exposition qui est disponible au Musée de la Santé Armand Frappier, qui d'ailleurs se penche sur la question, très intéressante et pour toute la famille. On en parle avec la directrice générale qu'on retrouve cette saison. Je suis très content. C'est Mme Guylaine Archambault. Bonjour. Bonjour, Alex. Merci de m'accueillir. Bien, ça fait plaisir. On vient de passer, il y a tout juste quelques jours, l'Action de grâce. Puis, pour vous, tout ça a un lien avec aussi le Musée de la Santé également, là. Oui, absolument. On vit la fin de la saison des récoltes. Alors, avec l'Action de grâce, je viens mettre la table pour la prochaine année, si vous permettez. Lors de mes chroniques, je vais vous parler de cette exposition Ça chauffe, cool it, présentée depuis la semaine dernière au Musée de la Santé Armand Frappier. Et puis, tout au long de la saison, donc, vous distillez quelques faits scientifiques, quelques éléments de culture scientifique
scientifiques en lien avec cet enjeu-là. Donc, changement climatique et santé, il y a beaucoup de liens à faire. Ah, tout à fait. Puis, parlons justement, parce que bon, Ça chauffe et Cool It sont, si on peut dire, de cette même exposition, mais ils ont deux propositions, disons, qui sont liées, mais qui sont aussi bien, qui ont bien finalement leur proposition là. Voilà. Donc, l'exposition se subdivise en deux grandes zones. Donc, d'abord, ça chauffe. Donc, c'est un enjeu qui est important, qui est urgent et notre mode de vie est en cause. Hein. Nous produisons beaucoup de gaz à effet de serre, de GES. Ça a un impact sur notre climat, ça bouleverse l'environnement et ça a un impact sur notre santé. Alors, c'est l'effet domino. Alors, c'est un constat que l'on fait, mais vous l'évoquiez d'entrée de jeu, on le fait tout en douceur avec une exposition art et sciences. Alors, on a invité l'artiste Karine Giboulot avec sa sensibilité à nous présenter des œuvres en lien avec le climat. Elle a de petites figurines en argile dans ses œuvres qui sont tout aussi attrayantes pour les adultes que pour les enfants, qui nous mènent à nous questionner là, sur notre mode de vie. Ouais, donc, les arts rencontrent la science. Exact. Mais je pense que c'est important de dire parce que parfois, lorsqu'on parle d'environnement, de réchauffement climatique, il y a ce côté anxiogène qui peut être présent. Puis je pense que vous, dans votre démarche, dans les valeurs également, c'est toujours dans la bienveillance puis dans cette façon d'amener les choses pour les petits et les grands, finalement. Oui, dans la zone qu'on a évoquée précédemment, ça chauffe, il y a du gris, il y a du noir, il y a du jaune, mais il y a la zone bleue et verte, la zone Cool It, oui. Donc, passer à l'action, c'est source d'apaisement, se reconnecter à la nature, à soi, aux autres. Alors, il y a une foule d'initiatives que des gens, que des individus, des gouvernements, des collectivités, des organismes sans but lucratif réalisent. Alors, ça va nous inspirer en visitant l'exposition et chaque geste que l'on pose en faveur de l'environnement, c'est aussi un geste en faveur de la santé. On n'a qu'à penser à enfourcher notre vélo. On produit moins de gaz à effet de serre et c'est aussi bénéfique à la santé, système cardiovasculaire, système musculo-squelettique. Alors, oui, plein d'espoir. Donc, on peut ensemble, collectivement, passer à l'action pour contrer les changements climatiques. Ouais, d'ailleurs, vous avez évoqué le vélo. Un de nos invités va nous en parler un petit peu plus tard concernant les vélos sympathiques parce que la Ville de Laval et plusieurs autres, dont le Montréal aussi qui a reçu récemment d'autres certificats. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, j'y reviens un petit peu juste parce que je trouve ça important, mais vous avez évoqué, Ça chauffe et Cool It, justement, ces deux expositions-là. En fait, une exposition et les deux mouvements de l'exposition. Oui, tout à fait. Mais c'est que vous avez aussi des gens qui, comme Laure Baridel, qui apportent leur apport. Là. Il y a des capsules vidéo aussi dans ces... Si on en parle un petit peu plus longuement, parce que je trouve ça important. Là, on a un comité scientifique qui a veillé au contenu des gens bienveillants, des gens de tête et de cœur, dont Laure Baridel, qui est éco-sociologue, comme vous savez, et qui est aussi porte-parole de l'exposition. Oui, tout au long de l'année, je vais venir vous présenter, comme je disais tout à l'heure, différents sujets. Et puis tout ça en marge de diffusion sur la chaîne YouTube du musée de capsules vidéo qui sont dans l'exposition et qu'on va diffuser tout au long de l'année pour apporter des contenus, amener les gens à réfléchir et à passer à l'action. À se conscientiser également parce que puis je pense que c'est toujours d'une façon bienveillante, une belle façon de passer le message parce que c'est pas en frappant sur la tête ou en étant moralisateur, je pense qu'on peut, tenter que petit peu par petit peu d'améliorer les choses, en tout cas. Oui, c'est ça. Et Laure nous dit, c'est normal d'être soucieux puis de vivre un petit peu d'anxiété parce que ça a un impact sur ce que l'on fait, notre mode de vie, etc. Mais c'est dans l'action. Dans l'action, on trouve beaucoup d'apaisement. Et puis justement, donc on le fait dans le cadre des 30 ans du musée. Je vais rapidement là-dessus. Et en fin d'exposition, on invite les gens à prendre un engagement en faveur du climat et de leur santé, d'en témoigner par un dessin, par un mémo, et on va capsuler les plus beaux messages pendant 30 ans dans une capsule temporelle et les visiteurs dans 30 ans du musée vont pouvoir voir les engagements de la génération précédente. Donc, le musée, fier de l'héritage du Dr Frappier du passé, mais aussi ancré dans les réalités contemporaines de sa collectivité et prêt à se poser des questions avec ses visiteurs puis à relever les défis contemporains. Dites-moi. Oui. Halloween s'en vient. Oui. Est-ce que vous avez choisi votre costume?
Non, pas encore. Non? Mais nous avons préparé pour les familles une belle programmation les 2 prochains week-ends. Alors, je vérifie ici les dates. 19, 20, 26, 27 octobre, je décore, je dévore au Musée de la Santé Armand-Frappier. Donc, les familles vont pouvoir choisir leur courge, de la variété qu'ils souhaitent de la ferme Vaillancourt et puis colorier, dessiner, décorer leur courge et la rapporter à la maison. Ah oui, Alors, puis voilà. ça fait tellement... OK, peux-tu me permettre un plaisir de l'automne? Oui. Tu sais, là, les potages par la suite, là. Ah oui. Que c'est bon. Oui. Un petit bonnet pour se garder au chaud, se coller avec une petite couverture, Ah oui. avec l'être aimé, et je roucoule. Oui, Voilà, c'est absolument. fait. C'est annoncé, il fallait que je le dise. Donc, c'est jusqu'au 27 octobre, à l'approche de l'Halloween. Oui. Et puis, on va en parler parce que c'est un éminent vulgarisateur scientifique que vous avez très bientôt là, avec une conférence. Là. Oui, en fait, 3 éminents, oui. Oui, 3 éminents, oui. Trois Je pensais au pour docteur le prix François d'un. Reeves. Là. Absolument. Donc, une conférence, donc changement climatique au-delà du climat, avec le docteur François Reeves, cardiologue, qui va nous parler de l'aspect de la perspective santé des changements climatiques. Laure Varidel, éco-sociologue, qui va aborder tous les aspects là, écologiques. Et aussi l'économiste François Delorme. Donc, chacun va apporter leur perspective pour nous amener vers cette transition socio-écologique et à quel point chacun de ces secteurs d'activité sont complémentaires. Et alors, ça va être un très beau moment de culture scientifique, de communication scientifique. C'est le mardi 12 novembre en soirée, donc à 19h au Musée de la Santé Armand-Frappier. Si vous arrivez 1 heure plus tôt, vous avez accès gratuitement à l'exposition Ça chauffe coulée. Aussi, dont on faisait mention précédemment. Oui. C'est un bonheur, un plaisir de vous retrouver en ce début de saison, Mme Archambault. Alors, on se dit à très bientôt pour d'autres sujets concernant le musée, évidemment, de la Santé Armand-Frappier, que vous pouvez aller visiter, bien sûr, Capignon-sur-Laval. Puis, c'est un très, très beau musée aussi à découvrir si ce n'est pas déjà fait pour vous. Merci à vous. Merci, Alex. Comme plusieurs autres endroits au Québec, la ville de Laval qui embarque dans le mouvement vélo sympathique. D'ailleurs, on vient de recevoir une certification argent pour le territoire lavallois. Montréal qui a reçu une mention or, à l'instar de bien d'autres villes au Québec. Qu'est-ce que c'est également le mouvement vélo sympathique? On en parle avec le porte-parole. Notre invité, c'est Louis Lalonde avec nous. Bonjour. Bonjour. Peut-être nous clarifier ce que c'est vélo sympathique tout d'abord? Oui, le mouvement vélo sympathique, c'est quelque chose d'assez large, mais c'est surtout connu pour sa certification. Donc, c'est un processus par lequel on va travailler avec des municipalités, mais aussi des employeurs et même des campus pour les accompagner et certifier ces milieux-là quant à leur culture vélo. Ce que j'entends par là, c'est l'ensemble des mesures qui peuvent faire en sorte que les gens peuvent se mettre en selle beaucoup plus facilement. Donc, on peut déposer une candidature à la certification, on va évaluer ça, on a un comité de juges expert qui va décerner un grade qui peut varier de bronze jusqu'à diamant. Donc, il y a 5 échelons à l'échelle, oui. Donc, bronze, argent, or, platine et diamant. Et nous, on fournit de la rétroaction pour aider les municipalités à aller plus loin encore par la suite. Et si on pense à Laval, par exemple, et Montréal, on pourra préciser par la suite, parce qu'on vient de recevoir donc argent et or pour la métropole. Ouais. Qu'est-ce que ça prend finalement comme ajustement, comme aussi travail là, concrètement sur nos pistes cyclables ou finalement les configurations de nos routes? Là? Oui, en fait, lorsque je mentionnais la question de la culture vélo, c'est pas anodin que j'utilise le mot culture. Pourquoi? Parce que c'est un regard qui est holistique. Donc, vous l'avez mentionné, il y a déjà la question des aménagements. Est-ce que j'ai des bonnes infrastructures qui permettent aux personnes de tout âge, de toute habileté, d'être en sécurité, de se sentir en sécurité? Est-ce que j'ai à destination du stationnement pour vélo, à mes commerces, à mes services? Mais on va regarder aussi à travers le programme les questions au niveau de l'éducation. Est-ce que pour les jeunes et les moins jeunes, on a des leviers pour se mettre en selle ou se remettre en selle? Des fois, ça fait longtemps, on est moins à l'aise à vélo, on veut s'y retrouver. Est-ce qu'on a des mesures d'encouragement ou d'accessibilité au vélo? La présence de Bixi sur territoire, ça aide beaucoup nécessairement. Puis il y a toute la question aussi d'un plan vélo et finalement la question de l'équité qui vient un peu transcender tous ces éléments-là où on va aller voir si on fait ça dans une perspective de rejoindre les gens qui sont les plus éloignés de la pratique. OK, intéressant. Donc, ça nous mène... vous avez dit donc or, diamant, donc à des devoirs qu'on doit faire en tant que municipalité, en tant que ville. Puis est-ce que, je pense depuis 2016 que le mouvement existe. Exactement. Est-ce que depuis 2016, vous avez vu de plus en plus de villes qui ont adhéré là, au mouvement vélo sympathique? Oui, je vous dirais même qu'il y a une progression. Et c'est ça le but ultime du programme, c'est d'amener des municipalités à se dépasser tout en répondant aux meilleures pratiques. Le cas de Laval est intéressant parce que, oui, il y a une mention, une certification argent qui a été donnée.
donné. Mais en fait, c'était la 3e fois que la Ville passait au travers du processus. Donc, qui a complété le questionnaire, qui a été évalué, alors qu'on a eu par le passé une mention honorable, bronze, et là, on a progressé à argent. Donc, on chemine à travers le programme. Donc, oui, les villes vont plus loin, ils sont à 2-3 dépôts, et au cumul, on a une trentaine de municipalités qui ont travaillé avec nous depuis le début. Et je pense que c'est... Est-ce que je me trompe, c'est bon pour 5 ans? Exactement. Donc, c'est comme renouvelable, Voilà. en quelque sorte, là? C'est ça. Donc, l'idée, c'est de refaire l'exercice, cette espèce d'inventaire que je vous mentionnais à travers la perspective plus holistique de la culture vélo, c'est qu'aux 5 ans, la municipalité doit se reposer certaines questions, constater les avancées, les reculs, est-ce qu'on correspond aux meilleures pratiques? Puis évidemment que Vélo Québec reste au fait des meilleures pratiques pour les pousser. Oui. Puis évidemment, tout ça dans un but d'améliorer la sécurité routière. Je veux dire, c'est les gains pour nos familles, nos enfants qui fréquentent les pistes cyclables aussi, aux abords, les personnes âgées aussi, par exemple. Absolument. Bien, l'autonomisation de la mobilité par le vélo, c'est quelque chose qui est assez important. Ouais. Si justement on parlait là, du sentiment de sécurité, bien, à ce moment-là, si des enfants, des familles peuvent se déplacer, on a l'option, de se déplacer de façon plus autonome. Ça veut dire moins de taxis pour les parents la fin de semaine, ouais. Mais ça veut dire aussi peut-être briser l'isolement social de personnes âgées. Ou encore, c'est simplement donner une autre option de mobilité à des personnes qui seraient dépendantes à la voiture, par exemple, ou à certains autres modes. Oui, réduire l'empreinte environnementale n'est pas négligeable. On en parlait précédemment avec Mme Archambault du Musée de la Santé Armand Frappier. Et puis, je vous amène un peu ailleurs parce que j'ai envie de savoir un peu votre perspective du côté du mouvement vélo sympathique parce que on parle beaucoup de sécurité routière. On voit malheureusement assez régulièrement dans les manchettes des cyclistes qui se font frapper, des piétons aussi. Donc, évidemment, on va se concentrer sur les cyclistes. Mais est-ce que c'est vraiment de façon prioritaire pour améliorer la sécurité des cyclistes? Est-ce que c'est vraiment la configuration, l'aménagement de nos rues, de nos feux rouges, feux de circulation aux abords? En fait, les bons aménagements vont amener les bons comportements et ça pour toutes les personnes sur la rue. Ouais. Donc, si on a des infrastructures qui sont ultimement présentes. On a souvent des discontinuités dans les réseaux cyclables, par exemple, qui vont faire en sorte que les gens sont exposés. Si on n'a pas une séparation physique, une protection physique, que ce soit avec un maille de béton ou qu'on soit en site propre, c'est sûr que là, on peut avoir des enjeux. Si on a des infrastructures cyclables qui sont très étroites, une chaussée qui est abîmée, tout ça va réduire le sentiment de sécurité et à ce moment-là, le caractère inclusif de notre réseau cyclable et les possibilités de bien cohabiter dessus. Ouais. Est-ce qu'on investit, bien que, je sais que ça s'est grandement amélioré, on pense à Montréal parce que beaucoup de gens circulent, c'est plus peut-être facile dans une métropole, il y a beaucoup de trafic, donc de le faire à vélo, souvent on gagne du temps, même quasiment. Oui. Mais dans des villes un peu plus en région, est-ce que globalement au Québec, on a de bonnes infrastructures? J'ai comme l'impression qu'il y a une disparité selon certaines régions, là, si on vient plus proche d'un grand centre que si on vient d'une région plus éloignée, finalement? Très bonne question. En fait, ça dépend de plusieurs facteurs. Chose qui est à noter de façon globale, depuis 1995, là, les réseaux cyclables en longueur ont quintuplé au Québec. Donc, il y a de plus en plus d'infrastructures, ce qui permet à plus de gens de se déplacer nécessairement. Après, au Québec, c'est 36 % des travailleurs qui habitent à moins de 5 km de leur lieu d'emploi. Donc ça, c'est pas juste à Montréal, c'est un peu partout. Vous savez, il y a des cœurs villageois, on construit autour d'une centralité généralement, si bien que la distance, des fois, elle est un peu illusoire. Lorsqu'on va mettre l'infrastructure cyclable, ça va être beaucoup plus facile de s'y rendre. Donc, il y a la possibilité d'amener de plus en plus de gens à se déplacer de façon active et à ce moment-là, de bénéficier, oui, des bénéfices environnementaux, mais aussi au niveau social, au niveau de la santé physique et mentale également. Ouais. Ça, c'est pas à négliger du tout. Voilà. Évidemment, il nous reste un peu de temps, mais c'est la réalité, on l'a vu cet été notamment, ces motos électriques, là, souvent on voit beaucoup ces engins-là qui sont aussi sur les pistes cyclables. On a un peu légiféré, mais en même temps, c'est encore un peu le Far West aussi. On a l'impression de ça en tant qu'usager, que ce soit coureur, piéton ou bien justement cycliste. C'est quoi votre position là-dessus? En fait, vous soulignez bien le fait que ça s'est multiplié. Les types d'engins depuis 5 ans, c'est le jour et la nuit, ça a explosé. Et pas seulement leur présence, leur forme aussi. On a eu l'arrivée des trottinettes électriques aussi, là, donc les APTM, les appareils personnels de transport motorisé. Il y a eu l'été dernier le lancement par arrêt ministériel d'un projet pilote pour les encadrer. Cet été, on a eu quelque chose de similaire au niveau des scooters, donc des appareils qui sont plus grand-chose à voir avec des vélos qui vont au-delà de 32 km/h. Donc ceux-là, maintenant, ne peuvent plus circuler sur la voie publique. De nos observations préliminaires, leur présence se réduit progressivement. Ça
son effet. Ce qu'on attend toujours, par exemple, c'est une définition claire sur ce qui est un vélo électrique. Il faut savoir qu'en 2021, ça relevait du fédéral qui a dit aux provinces « reprenez ça, légiférez de votre côté ». Et on l'attend toujours, cette législation-là. Donc, c'est dans la cour de la SAQ. C'est à voir, mais en tout cas, on évidemment profite de nos belles journées d'automne pour évidemment prendre nos vélos pour aller admirer les couleurs et évidemment se rendre à destination de notre choix. Merci beaucoup d'être passé, de nous parler du mouvement Vélo sympathique. Merci Très agréable, beaucoup. merci. Merci. C'est un événement qui a pris de l'ampleur chez nous sur le territoire lavallois. 6e édition du festival NUM et on en discute. C'est du 1er au 10 novembre, notamment dans les bibliothèques, mais à l'extérieur des murs de ces bibliothèques de la ville de Laval. Il fait partie du comité organisateur. C'est Jérémy Dauphinet-Tremblay qui est avec nous autres. Salut Jérémy. Salut, merci de me recevoir. Bien, c'est à moi de te dire merci parce que c'est un événement qui est effervescent. C'est quoi, depuis la pandémie où ça a pris une autre ampleur? Tout à fait. Bien, le festival a vu le jour en 2019 pour la première édition. Puis, c'est sûr qu'il y a eu un coup pendant la pandémie, mais depuis le retour de la pandémie, on est officiellement de retour en présentiel, puis les gens sont au rendez-vous. Et pourquoi? Penses-tu que ça a pris cette vigueur-là nouvelle là, depuis quelque temps? Bien, la technologie est un sujet assez important de nos jours, puis je crois que de rester à jour avec les technologies est aussi très important. C'est un peu notre mission dans les bibliothèques de Laval. Donc, je crois que c'est pour ça un peu que le festival est de plus en plus populaire. Ouais. Bien, ça va de pair avec, comme tu dis, la technologie qui ne cesse de changer. Et évidemment, bien, vous êtes à ce même rythme de croisière-là, si je comprends bien, avec l'événement aussi qui va de pair. Puis d'ailleurs, c'est très large le festival NUM. Là. Explique-nous, on pourra peut-être préciser certaines activités, mais ça va de plusieurs choses comme des jeux d'évasion. Raconte-nous un peu les axes, puis c'est multi-intergénérationnel ou presque. Là. Absolument. Le Festival NUM, c'est un événement qui est gratuit, qui s'adresse à toute la famille et qui va se déployer vraiment de deux façons entre le 1er et le 10 novembre. Du 1er au 8, on a des activités à travers tout le réseau des bibliothèques de Laval. Donc, les gens pourront s'inscrire à des activités pour les plus jeunes, pour les ados. Mais on a aussi, entre le 1er et le 8, des promenades cyclomapes qu'on appelle. OK, c'est Alors quoi? là, les participants vont être amenés à suivre un vélo sur lequel il va y avoir un projecteur et c'est des œuvres de l'artiste lavallois Luc Melançon qui vont être projetées sur les façades des bâtiments de leur quartier. Donc, une belle façon de redécouvrir leur quartier. Puis, bien évidemment, suite au 1er au 8, on culmine le 9 et le 10 novembre à la bibliothèque multiculturelle où là, on va avoir une foule de partenaires, des kiosques interactifs, de l'art numérique. Vraiment, là, quelque chose de super intéressant pour toute la famille. Et Brico Technique, c'est-tu l'ancien bloc Lego qu'on jouait quand on était jeune, ça, mais version peut-être nouveau genre? Exactement. Brico Techno, en fait, c'est quelque chose d'assez populaire. Techno, ouais, Brico Techno. Oui, excuse-moi. Puis, on utilise parfois des blocs Lego, mais c'est surtout prendre, par exemple, des fils luminescents, combiner ça avec un papier cartonné, puis on obtient notre propre enseigne néon. On a des petits morceaux de bois qu'on assemble pour faire une maison, puis à l'intérieur, on met un petit haut-parleur, une batterie, puis on a une maison qui fait de la musique. Donc, pour les jeunes, mais aussi pour les parents, là, c'est des activités super intéressantes. Je te pose une grosse question. Ton activité coup de cœur cette année? J'ai vu l'hésitation. Là, j'ai vu, OK, qu'est-ce que je vais bien dire? Il y en a beaucoup. On a plus de 75 activités pour cette édition dans le Festival NUM. Mais évidemment, on a un partenaire qui est avec nous depuis plusieurs années qui s'appelle MAP Montréal. Ouais. MAP Montréal va se déployer au Festival NUM. J'en ai parlé un peu. Ouais. Pour les balades de cycloprojection. Alors là, c'est ça, il va y avoir des promenades dans les quartiers. Ça, c'est ton activité à toi. C'en est une qui est super intéressante, mais MAP Montréal a aussi un deuxième volet qui va avoir lieu le 9 et le 10 à la multiculturelle, où là, les participants vont être amenés à faire une œuvre collective sur un écran géant avec des tablettes. Et ces animations-là vont être intégrées à l'œuvre et vont évoluer tout au long de la fin de semaine. OK. Donc, c'est une activité qui promet quand même. C'est vraiment immersif, puis c'est, comme tu disais, c'est vraiment évolutif Tout à fait. dans l'espace-temps. C'est quand même intéressant. Puis tu sais, juste pour bonifier un peu ce qu'on vient de dire depuis quelques instants, mais ça va même, vu qu'on sera pas très loin d'Halloween, ça va aussi un masque du jour des morts. Oui, aussi. bien là, exact. On est à la transition un peu entre l'automne et l'hiver. Donc, on a une activité, un des fameux bricots techno dont on parlait, où on vient transformer un masque avec des petites lumières, un peu de bricolage pour joindre l'automne et l'hiver un peu. Puis bon, il y a jeux d'évasion, donc c'est très vaste majoritairement. Et tout ça, on doit s'inscrire parce que j'imagine que devant la
popularité de certaines activités, on doit le faire à l'avance? Tout à fait. On invite les participants à s'inscrire d'avance, mais les places s'envolent très vite. Donc, on s'assure évidemment d'avoir tout un volet qui est sans inscription, notamment le 9 et le 10 à la multiculturelle. Donc là, de 10 à 17 heures, on va avoir une foule de kiosques qui sont en accès libre. Et là, ça va être l'occasion pour les participants d'aller rencontrer des créateurs, expérimenter avec des œuvres d'art numériques. Tout ça sans inscription, évidemment. Alors, un grand plaisir de découvrir tout ça dans les bibliothèques et évidemment sur les plateformes de cette 6e édition du Festival NUM du 1er au 10 novembre prochain. Territoire Lavallois, mais dans le Grand Montréal, les gens peuvent venir aussi parce que je pense que ça va rejoindre plusieurs générations. C'est très rassembleur comme événement. Merci beaucoup. Ça fait plaisir, merci beaucoup. Si vous avez vécu votre jeunesse, adolescence, peut-être, dans les années 70, vous allez, je pense, aimer cette pièce de théâtre. Bien que moi, je suis un enfant des années 80, j'ai jasé avec nos invités là, pendant quelques minutes avant de vous présenter cet entretien. Puis je me sens, moi aussi, là, comme si j'étais, moi aussi, un enfant des années 70, tellement ils sont convaincants. Ils présentent bientôt, là, donc, du côté de l'École internationale de Laval, cette pièce de théâtre, les 25, 26 et 27 octobre. C'est la 10e production de la troupe de théâtre Thalia. On nous amène dans les années 70, mais dans les années 2010 aussi. Et pour nous en parler de cette pièce, soit un bel avenir, ben c'est la metteur en scène, autrice également, Madame Denise Roussel, un acteur également de cette troupe, musicien aussi, c'est Pierre Prévost. Salut à vous deux. Bon, salut à vous. Merci beaucoup. Pourquoi l'avoir campé dans les années 70? Premièrement, ça sera ma question. Ben, peut-être parce qu'on a vécu. Oui, c'est ça, vous les avez vécus. Mais Est-ce que c'était si beau que ça, les années 70? Oh, oui. Ah, oui? C'était merveilleux. Parce qu'on dit tout le temps ça, dans mon temps, c'était bien la meilleure époque. Puis, Mais je pense que chaque époque a ses beautés. Pourquoi j'ai choisi cette année-là? Parce qu'à un moment donné, j'ai eu un flash, puis j'avais le goût de parler des rêves de jeunesse, comment ils vieillissent, comment ils se transforment. Puis tu sais, nos belles idées, nos beaux principes, on les amène où avec ça? Alors, je me suis mis à faire des recherches, puis là, je suis tombée sur Santé 10, je dis « Oh yes, on tient quelque chose! Ouais, c'est ça. Et est-ce qu'il y a une part de... C'est où la part de réalité, de fiction dans l'intrigue? Oh, bon, un peu partout. Ah oui, un peu partout? En tout cas, en ce qui me concerne, ça rejoint mon personnage, rejoint pas mal mon histoire aussi. OK. Quel aspect? L'aspect rêveur, l'aspect peut-être vouloir refaire le monde, vraiment être enthousiasme, entrer dans le programme Katimavik, entre autres, puis des choses comme ça. Je sais pas, ce serait pas de fumer des belvédères et de voir le monde à l'envers, comme dirait Paul Piché. Il y a pas mal de ça oui, aussi. aussi. Il y avait du gazon aussi. Ah oui, Oui. L'herbe, L'herbe circulaire. c'est ça, l'herbe circulaire, c'est ça. Rendu maintenant légal, on peut en parler. Mais justement, donc, Mimi et Yvon, donc ça part de ces deux personnages-là. Ça part de ces deux personnages-là. Racontez-nous, là, je pense que c'est de la porte d'entrée de tout ça. Oui, ils se sont deux amoureux intenses, comme on l'est dans la vingtaine, Yvon termine sa session, puis il a le goût de fêter ça. Alors, il décide d'inviter des amis. Mimi, elle, qui est déjà sur le marché du travail comme coiffeuse, elle décide d'inviter aussi ses copines. Et finalement, l'ami d'un ami invite un autre ami. Alors, on se retrouve un beau groupe à avoir du plaisir, à rire, à jaser. Puis, tout d'un coup, au fil de la soirée, on commence à parler de ses rêves, puis de ses espoirs. Puis nous, on va changer le monde. Nous, on va être meilleurs que nos parents. L'éternelle roue, en fin de compte, de l'humain qui veut changer, faire mieux que les précédents. Puis quand on les retrouve en deuxième acte... En 2013, hein? En 2013, on est 40 ans plus tard. Que sont-ils devenus? Alors, il y a un couple qui s'est fait à ce party-là et qui fête ses 35e anniversaire de mariage. Et eux, ils sont restés en contact avec tous les membres du groupe. Alors, finalement, tout le monde se retrouve invité
au 35e anniversaire. Et là, bien, voilà, on piétine un petit peu. Il y en a qui sont restés en contact, il y en a d'autres qu'on n'avait pas revus. Et la vie a modelé tout le monde. Donc, il y en a qui ont réalisé les rêves qu'ils avaient. Il y en a d'autres que les rêves ont changé de voie dramatiquement. OK. Puis, il y en a d'autres qui sont restés des pelleteux de nuages Ouais, et c'est qui seront toute leur vie. C'est ça, oui, c'est ça. Il y a des couples qui se sont formés, d'autres déformés. Il y a des cheveux qui ont tombé. Dans d'autres cas aussi, beaucoup de cheveux qui ont tombé. Oui. Ça, c'est aussi avec certitude. Mais j'ai le goût de vous demander, parce que c'est votre époque. Oui. Vous l'avez dit, vous l'avez vécu. Mhm. Qu'est-ce qui reste des années 70 en vous? Si je vous le demande sur le plan humain, sur le plan personnel à vous? Ah, il reste beaucoup de souvenirs. Il reste une ouverture aux autres. Oui, une ouverture d'esprit. D'esprit. Nous, on a brisé... D'esprit de communauté? Oui. 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 Puis une ouverture d'esprit à l'autre, à celui qui est différent, qui n'est pas pareil, qui vit des choses différentes. Puis... Plus précisément, je parlais de coopérative, entre autres. Oui. Puis on parlait de carte d'assurance maladie à un moment donné, de coopérative, de tout ce mouvement-là. Projet de société, peut-être? Oui. là? Oui, aussi, Oui. effectivement. Ouais. On se retrouve là-dedans, puis bon, on y vient avec humour aussi, mais le théâtre Thalia, c'est un théâtre d'émotions. Donc, on passe par toute la gamme des émotions. Alors, on va rire, C'est touchant on va aussi. rire jaune, on va être ému, on va être peut-être un peu choqué, et on va repartir avec des questionnements. Des réflexions. Des réflexions, puis de la discussion, Ouais. j'espère. Mais J'espère que ça va susciter de la discussion. Mais c'est un peu ce que d'ailleurs, en tout cas, devrait faire, je pense, l'art vivant. Mhm. Oui. Donc, et le théâtre, en l'occurrence, Oui. je pense que c'est un de ces arts vivants qui est les plus, justement, qui nous pousse à la réflexion. La dramaturgie, c'est ça. C'est ça, en parce général. que c'est pas le portrait d'une vie, c'est pas un documentaire. Donc, ça nous permet de donner au personnage ses réflexions, ses façons de parler, de l'amener à changer ses réflexions au cours du temps, tu sais, mais on peut faire avec le théâtre. Ouais, ça. parce que c'est direct. C'est un art qui est direct, c'est-à-dire Oui. qu'on a un contact directement avec le public. Puis à ce moment-là, on est comme dans une bulle, puis ça nous amène justement à réfléchir. On On fait n'a sur pas le le choix. quatrième mur, comme on dit des fois Oui. communément. là. Oui, c'est le quatrième acteur. Oui, oui. C'est ça. Exactement. Évidemment, pour faire la transition entre les années 70 et de passer de 73 à 2013, en 40 ans, j'imagine que ça a dû quand même générer, en tant que metteur en scène, si j'aborde la question, un peu quand même de travail et de changement de costume, de décor. Oui, ça, je dirais que c'est un grand défi, mais le défi principal, c'était au niveau de l'énergie. On croit, dans la première partie, que ces comédiens-là sont dans la vingtaine, qu'ils aient l'énergie. Ça doit être le fun de retomber à 20 ans. Hein? Ah, c'est incroyable. Le plaisir que j'ai éprouvé, là, puis que les autres acteurs, comédiens ont éprouvé aussi, là, on se retrouve justement à cette époque-là, puis on le vit. À un moment donné, dans le théâtre, c'est ça. Hein, il n'y a plus de texte, il n'y a plus rien. On le vit tout simplement. Puis, c'est ça. Moi, pour retrouver les bases de mon personnage, ça n'a pas été difficile. J'ai juste à me remémorer ce que j'ai été à cette époque-là, puis faire. Ah ouais. Fait que comme je disais, l'énergie, ça, c'était le principal. Ensuite, les costumes aident beaucoup. Et lorsqu'on s'est perruqué, évidemment, parce que avec le temps, il y a certaines chevelures qui ont changé. Mais je vois votre chevelure est encore à mode. Elle devait être pas mal des années Pas 70. mal resté la même Ah oui, chose. c'est- ouais. Ça, Même la couleur. Oui, c'est ça. Mais la musique aussi, on amène à l'occasion. Ouais. Tu sais. La Ah, ça, musique, c'est alors, on recrée cette ambiance des années 70. Et lorsqu'on revient après l'entraque en 2010, ben, on revient en nous-mêmes. 2010-2024, on s'entend qu'on est en nous-mêmes. Alors là, c'est une autre énergie, mais il faut qu'il y ait un fil conducteur, qu'on suit le personnage, mais on voit son évolution. Ah, ça, c'est intéressant. La maturité que certains ont pris, Ouais. l'éternelle jeunesse Ouais. de d'autres. Et des fois, on vieillit mal aussi. Ah, ça, c'est vrai. Hey, merci d'avoir parlé de cette pièce. Vraiment, c'est encore plus intéressant, je trouve, et je pense que vous avez réussi à intéresser les gens. Dès le 25 octobre jusqu'au 27 octobre, c'est du côté de l'École internationale de Laval. Ouais. Les liens sont au bas de l'écran pour acheter des billets et avoir de l'information supplémentaire. Merci beaucoup. Ben, Merci, beaucoup merci vous. à toi. Qu'ont en commun Donna Aykroyd, Chevy Chase, par exemple, ou John Belushi? Ben oui, ils ont pris part à SNL, l'émission culte aux États-Unis. Et il y a un film
qui, justement, raconte en quelque sorte les débuts de SNL dans les années 70. On en parle avec Nicolas Vincent Poirier. Salut, Nico. Salut, Alex. Content de te retrouver. Moi aussi. Ce film-là, est-ce que tu vas nous faire encore une critique qui va s'avérer négative? Je me rappelle celle de Joker, qui est passée dans les annales de cette émission. Non, Alex. Le film Saturday Night, c'est un excellent film, mais attends un peu, je vais mettre en garde les téléspectateurs tout de même parce que me semblait aussi. c'est un excellent film. Moi, j'ai adoré ce film-là, mais par contre, il faut connaître et apprécier l'émission Saturday Night. Si on ne connaît pas l'émission, on ne connaît pas les noms que tu as mentionnés ou très peu, ou on ne connaît pas leur début de carrière, on n'apprécie pas Saturday Night et on ne connaît pas un peu les débuts, ça va être très difficile d'embarquer dans ce film-là parce que ça raconte la dernière heure et demie le 11 octobre 1975, avant la première diffusion en direct de la première émission de Saturday Night Live. Donc, c'est tout ce qui s'est passé en coulisses durant la dernière heure et demie et on suit le producteur et le créateur de l'émission, Lorne Michaels. On le suit à travers les différents plateaux, les acteurs, toute la problématique derrière ça, les têtes de studio, il y en a qui sont plus ou moins d'accord avec cette émission-là. Beaucoup de gens n'y croyaient pas. Parce qu'à la base, c'était des reprises de l'émission de Johnny Carson qui étaient diffusées les samedis soirs et des fois les dimanches soirs aussi. Et à un moment donné, Johnny Carson, pour avoir une petite pause de plus, il s'est dit, on peut-tu mettre mes meilleurs moments de la semaine durant la semaine et non durant la fin de semaine? Bon, ça fait moins de 2 jours de tournage en bout de ligne. Donc, qu'est-ce qu'on va faire le samedi soir? Et là, on a demandé à Lorne Michaels, qui est habitué dans la comédie, est-ce que tu peux arriver avec un concept? Et là est arrivé le concept Saturday Night pour remplacer l'émission de Johnny Carson, des meilleurs moments de Johnny Carson qui passaient à ce moment-là. Et bon, une série de sketchs, une émission de sketchs de variété avec les moments les plus importants de la semaine, une espèce de mini bye-bye, mais à chaque semaine, des moments importants aux États-Unis et dans le monde. À chaque semaine, évidemment, un nouvel invité. Et il y a tellement de gens qui ont commencé à Saturday Night. Robert Downey Jr., on s'en rappelle pas, mais oui, il a commencé comme ça. C'est pas ça qui l'a fait connaître. Eddie Murphy, Will Ferrell, Bill Murray, Tina Fey, Mike Myers, Adam Sandler, Chris Rock. Et ça continue. Il y en a tellement. Est-ce que c'est à fond de train sur le facteur nostalgie qu'on exploite là-dedans? Est-ce que c'est uniquement que quelqu'un qui connaissait la formule ou qui a connu les débuts de SNL qui peut se sentir interpellé? Écoute, moi, j'étais pas né en 75. Moi non plus, c'est ça que je voulais de la question. A commencé, mais je suis un fan de l'émission. Donc, j'ai pas tout vu les anciennes émissions, évidemment, mais étant un fan de cette émission-là, je comprenais ce qui s'était passé en général au début de sa création. Et vraiment, ce qu'on suit, là, il y a une intensité dans ce film-là. C'est très drôle, mais c'est un humour pince sans rire. C'est pas un humour slapstick, c'est-à-dire on glisse sur une pleure de banane, on tombe à terre, là, comme tant de films américains au niveau de l'humour. C'est un humour vraiment comme pince sans rire. Décapant aussi, parce que des fois, l'émission, c'est de ceux qui en sont des férus. On est des fois dans un humour avec des références politiques. On n'a qu'à penser à Donald Trump, par exemple, qui est une des têtes de turc très souvent de cette émission-là. Ça a fait revivre Saturday Night. Ça avait pris une petite baisse pendant quelques années. Et tout à coup, Donald Trump qui est arrivé dans le portrait politique. Avec Baldwin qui le personnalisait là, justement de façon assez magistrale, on doit le dire. Là. Absolument. Absolument. Mais ça, vraiment, on n'embarque pas dans les sketchs. On voit certains brides de sketch, je n'embarquerai pas dans les détails, mais c'est beaucoup plus les coulisses avec les acteurs qui se préparent et d'autres qui sont pas sûrs de le faire. Et c'est très intéressant et c'est intense parce qu'on sent, un peu comme dans le film Oppenheimer. Oppenheimer, c'est fait d'une manière extrêmement intense. On dirait que chaque scène, c'est comme une bande-annonce d'un film. Et ça, vraiment, Lorne Michaels, qu'on voit se promener à travers les décors et parler à des gens pour toutes sortes de raisons, il y a une intensité dans chaque dossier. OK, qu'est-ce qu'il y a à régler là? Qu'est-ce qu'il y a à faire là? Il y a des problèmes partout et on sent un compte à rebours parce qu'on est à 1h30 de la première émission. D'être en direct. Exactement. Et qui a fait, bien sûr, dans le format direct, l'unicité de ce rendez-vous-là aussi qui a contribué. Mais est-ce que, dans ce cas,
si on raconte l'histoire d'un classique comme SNL, est-ce qu'on n'aurait pas dû le faire dans un contexte de documentaire? Je soulève la question parce que on aurait pu aller, disons, dans des horizons peut-être un peu plus précis, finalement, là. C'est des documentaires, des émissions spéciales sur l'historique de SNL. Il y en a eu et il va en avoir d'autres, mais c'est tellement énorme. On peut faire un documentaire juste sur Eddie Murphy à Saturday Night Live, juste si on peut en faire une série télé, si on veut. ou un autre. Chevy Chase, n'importe qui. On peut en faire un sur Lorne Michaels, mais précisément, là, le but de ce film-là, puis tu as raison quand tu dis ça, il y a tellement d'angles qu'on peut approcher de cette émission-là. Et pour celui-ci, bien, on a décidé de le sortir 49 ans pile après la première diffusion de la première émission. Et le réalisateur et scénariste Jason Reitman, Ouais. le fils de Ivan Reitman, celui qui a parti les Ghostbusters, qui a aidé à la carrière de Bill Murray au cinéma, Dan Aykroyd. Donc, c'est tous des gens reliés à Saturday Night Live d'une manière ou d'une autre. Qui l'a côtoyé aussi, qui le Absolument. connaît également, là. Absolument. C'est Et interrelié. Dan Aykroyd, de tous les anciens membres de SNL, c'est lui le seul qui a lu le scénario avant que le film se fasse. Et vraiment, je le conseille à tous ceux qui aiment Saturday Night Live ou qui veulent en découvrir plus là-dessus parce qu'il y a une intensité, il y a un humour pince sans rire et c'est juste agréable de voir comment est-ce qu'ils ont bien recréé ce moment intense-là, 1h30 avant la première diffusion. Il nous reste peu de temps, Nicolas, mais on voulait quand même finir avec quelque chose à la fois drôle et inusité, parce que qui aurait cru que le Joker, Folie à deux, se fasse dépasser par un film gore, puis un peu horreur, un peu obscur, hein, dans le résultat au box-office. Quand même assez inusité, là. Absolument. Joker 2, 200 millions de budget. Et jusqu'à date, le film, on est dans sa deuxième fin de semaine. Le film a rapporté 165 millions à travers le monde. Et tout à coup, venu de nulle part, il y a le film Terrifier 3. C'est un film indépendant. Moi, j'adore cette série de films-là. Je n'ai pas encore vu le 3. Et c'est pas un film que je conseille pour toute la famille du tout. C'est pas un film que je conseille pour les simples amateurs de films d'horreur. Il faut aimer le gore, le sang, la film vraiment violence, d'horreur, là, et tout ça. Bon, moi, c'est mon plaisir coupable. Mais bon, pour venir à ce film-là, un film indépendant, 2 millions de budget, environ 500 000 pour la promotion du film. On arrive à 2,5 millions. Et le film au box-office rapporte 14 millions de dollars dans sa première fin de semaine. Ça en fait un succès commercial. Donc, à côté de Joker, qui n'est pas encore rentré dans son argent, il va falloir peut-être 400-450 millions pour arriver juste, parce qu'il ne faut pas oublier le budget de la promotion et distribution. Tandis que Terrifier 3, un tout petit budget, bien, on est déjà dans le gros profit. Et c'est pour ça que des films d'horreur comme ça rapportent énormément au box-office et qu'on continue d'en faire parce que c'est tellement facile. Je dis facile, c'est sûr que Terrifier 3... on connaît la recette, évidemment, puis il y a déjà, en plus, ça avait déjà une franchise, fait que les gens attendaient le troisième. Hey, merci, Nicolas. On se dit à très bientôt. Puis je sais que tu aimes justement les films d'horreur. Halloween s'en vient. On en reparlera un peu de tes films préférés. Ah oui. À bientôt. À bientôt. On vient d'entendre, ça c'est un petit segment de ce lancement d'album qui avait lieu récemment du groupe The Wild Palominos et de leur album Wilder, formé de Félix Guimond, Jérémy Boulet, puis bien sûr d'Olivier Tanguay. Puis on a Olivier avec nous. Salut Olivier. Allô, enchanté. On vient d'entendre un petit recap mais de ce moment d'effervescence que vous avez vécu de plusieurs minutes. Ça a bien été votre lancement? Ouais, ça a vraiment été plaisant. On avait un lancement à Montmagny, un lancement à Montréal, puis que du plaisir. Et vous êtes passé par Saint-Tite? On est passé par Saint-Tite, ouais. Juste avant les lancements, on s'est dit on va se gâter, rien de mieux que casser un nouveau show à Saint-Tite. Donc c'est au rendez-vous. Expérience, comment ça a été à Saint-Tite? Ah,
toujours du plaisir. C'est là que le country est au Québec, là, Ouais. donc on le vit à 100%. Il faut survivre, par exemple. Ça, Oui, on est passé à travers. c'est ça, exactement. Vous avez survécu à Saint-Tite. Hey, c'est du country, c'est dans l'air présentement. Hein? Ouais. Mais moi, j'aime ça à la racine, c'est-à-dire comment le country est débarqué dans ta vie. Je dois avouer que les gars, c'est eux qui ont un petit peu amené le country plus dans ma vie. Moi, je venais du folk, un grand fan de folk. Puis justement, le moment où j'ai rencontré les gars, ils ont fait là, il faut que tu écoutes ça. Puis là, à force de me donner les références, je suis tombé en amour tout de suite. Puis ouais, grand fan maintenant. Ouais. Ouais. Et vous n'êtes pas dans. Disons, oui, il y a un peu ce son-là, New Country, mais vous avez quand même votre propre son à vous autres de Wild Palominos. Ouais. Ça, je trouve ça intéressant. On pourra l'aborder dans quelques instants, mais la question aussi que tout le monde se pose, pourquoi Wild Palominos? Ça, c'est une excellente question. Ça vient de. On va pas se mentir, une de nos grandes influences, c'est un band qui s'appelle Midland, un band texan. Il y a un live session que nous, on est tombés en amour, qu'ils ont fait dans un club qui s'appelle le Palomino Club. Puis le Palomino, qui a une couleur de cheval, on a tout simplement décidé de prendre le Palomino de notre band préféré, puis de Wild Palominos, pourquoi pas? Ça s'intègre très bien. Ça fait très country, évidemment. Puis évidemment, ça va droit au but de ce qui est votre son. Puis Wilder, bon, c'est le titre de votre plus récent album. Ouais. Est-ce que c'est parce que moi, j'avais écouté évidemment ce que vous faisiez avant, puis que vous connaissez quand même un peu. Mais on dirait qu'on est passé un peu plus de l'acoustique à l'électrique. C'est-tu un peu ça, la dénomination un peu du disque? Ou... C'est le but. Notre origine, c'est vraiment de quoi de plus balade, des slow, de quoi de plus posé, old school country. Puis là, on s'est dit, hey, cet album-là, on veut qu'il rock un petit peu plus. On a des tunes plus smooth, mais on voulait que ça rock plus, donc quoi mieux d'appeler ça Wilder. Ouais. Puis c'est un travail quand même qui est colossal, ce que vous avez fait, je trouve. Et puis, il y a une chose, c'est que souvent, on parle de travail de band. Et ça, on pense à un band de 4, de 5. Ouais. Vous êtes 3 dans le groupe. Ouais, là. ouais. Mais non, mais ça amène une énergie qui est complètement différente pour travailler, puis ultimement pour le proposer sur scène aussi. Là. Mais Parle-moi de ce choix d'avoir quand même été 3 là, dans un son comme celui-là. on a une belle manière de travailler quand même. C'est Jérémy qui compose 80-90% des chansons, Félix qui fait la suite. Puis il m'envoie les tunes, puis j'écoute ça, puis je suis comme, ah, tu sais, on va changer ça, ça c'est moins un hook, on va se trouver un autre hook. Donc c'est un travail d'équipe, on passe par-dessus, puis on est tellement bien entouré. Après ça, on amène ça avec le BAM, on se monte ça, on rentre en studio, puis ça fait la petite magie que je crois qu'il y a sur l'album. Ah oui, mais il y a un petit son Eagles. Je sais pas si c'est ce que vous aimez, là, vous écoutez, mais petit côté, j'ai aimé, tu sais, moi j'aime beaucoup Cody Johnson. Ouais. Je sais pas si c'est une influence aussi pour vous autres, là, mais... Ça a été surtout l'influence du côté rock du nouvel album. Du côté rock, oui, c'est ça. On dirait qu'on connecte, on se connaissait pas, on s'est jamais rencontrés avant ça. C'est assez fou. Mais aussi, qu'est-ce que vous avez envie de raconter, tu sais, pour les gens qui puissent... Là, on a parlé beaucoup de la musique, des arrangements, mais qu'est-ce que vous avez envie de raconter dans vos chansons, peut-être pour initier les gens là, qui veulent vous découvrir? Je dirais que... Le country, ça reste de l'amour, ça reste de l'authenticité, de l'aventure. Donc, l'album parle un petit peu de relations, mais beaucoup plus du fait d'être sur la route et de donner des shows puis vivre la vie de rockstar. Donc, nouvel album, ça parle de ça. Vous chantez en anglais? Ouais. Et je vais te poser la question. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on écoute du country francophone, mais où qu'on m'a accroché avec le country, c'est vraiment le country texan. Ouais. Donc, c'est plus une habitude qu'on a pris de c'est là qu'on vient, donc pourquoi pas composer de la langue qu'on écoute notre country, tu sais. Ben, moi, je vois pas ça comme étant négatif, là, au contraire, mais évidemment, on se doit de poser la question parce qu'il y a quand même cette réalité francophone, puis il y a beaucoup d'auteurs, compositeurs, interprètes aussi qui le font très bien en français depuis toujours, évidemment. Est-ce que, justement, cette façon de faire en anglais pour vous autres, vous désirez connecter? On a vu un Matt Lang qui a ouvert un peu les frontières depuis quelques années. Est-ce que c'est ce désir aussi de faire un peu comme Matt ou d'autres artistes puis de sortir un peu du Québec? On va pas se mentir, effectivement. On aimerait ça éventuellement développer le reste du Canada, aller dans l'Ouest, mais aussi éventuellement aller aux États-Unis. Mais je pense pas que c'est un but premier parce qu'on aime notre Québec, on aime ça jouer. On a tellement des beaux festivals country, surtout maintenant que c'est plus un... Si on peut le faire aussi, pourquoi pas, mais
Ouais, un mélange des deux. Et ce nouvel album-là amène aussi, parce que là, on est à la fin des saisons des festivals. Ouais. On va pas se leurrer. On est Ouais. en train de booker Ouais. 2025 à l'été prochain des festivals présentement pour tous les artistes au Québec qui sont représentés également. Alors, pour vous, est-ce qu'on pourrait vous voir là, dans un tout nouveau show bientôt? Est-ce qu'il y a beaucoup de dates déjà qui sont affichées? Pour cet automne, les lancements, c'était vraiment la fin. On closait justement qu'est-ce qu'on avait fait avec notre première EP. Puis là, c'est un nouveau commencement que on se prend un moment de repos pour faire un album. Ça prend quand même du temps, ça prend de l'énergie. Donc, on se garde du jus printemps, été prochain, date à venir. Donc, ça va être bien plaisant. Ça va être surveillé sur vos réseaux sociaux, mais en tout cas, chose certaine, ça amène, disons, un choix intéressant. Quand tu es rendu que tu as maintenant plusieurs albums, tu as un choix de composition originale pour vous autres. Et il va y avoir des choix qui vont être durs à faire, peut-être? Absolument. Mais on aime ça faire des covers. On fait nos chansons qu'on aime bien pour compléter notre set, mais là, on est rendu à 2 albums. Donc là, c'est du Palomino original. Donc, c'est ça. On invite les gens à venir triper dans notre univers. Puis, ouais. J'ai encore un peu de temps, puis je suis toujours intrigué parce que je suis un passionné de country. Là, je veux dire, les gens commencent à le savoir là, quand ils sont attentifs à l'émission pour votre information. Si je te demandais en terminant, si tu as un coup de cœur country ces temps-ci, là, mettons à nous faire découvrir en terminant là aussi. Là. Coup de cœur country du moment, je dirais Midland, notre band favori, qui a sorti un album la même journée que nous. Donc, ça, c'était-tu arrangé? C'était pas arrangé. Ok. Notre date était déjà setée. Ils ont annoncé leur album. Ça fait « Oh, OK, les petites coïncidences ici, mais superbe album. Sinon, il y en a tellement, que ça soit l'album de Matt qui vient de sortir, qui a sorti au printemps, mais qu'encore une fois, on régale. Brent Cobb, qui est un de mes petits préférés dans mon cœur, un petit peu plus folk, mais du go country, là, donc on aime ça. Ouais. Ben, de toute façon, tout est beau à découvrir de justement la musique qui nous rassemble. Assurément, en tout cas, votre album à ajouter sur les routes cet automne, parce que c'est un album qui est de route, tu l'as dit, puis le country, c'est aussi le style de musique préféré pour faire des road trips. Ben oui, c'est un sûr. peu partout, avec la découverte des couleurs, un peu partout chez nous. Alors, c'est disponible dès maintenant sur toutes les plateformes, soit Wilder. On va se quitter, d'ailleurs, avec une de vos chansons prestations. Merci à toi, mon cher. Ben, merci à toi. When things girl, don't blame me. Give me a wing every time it spins. Come on, that won't be that easy. When you go for another round, give me a smile and make little sounds. Come on, so let's shake hands with me. Give me a shot and listen to your story. Girl, if you wanna dance with me, oh, first I hit that jukebox, then maybe. And if your picture's right, we'll stay long enough tonight. Mom, you move right there by the corner side. Step forward and won't step back. Well, I'm not still young, it's a lucky fact. So come on, there's plenty more whiskey. When you're the reason why this team choose rest, just ask me where to see for line. Come on, boy, dance these blues with me. Another shot and we'll make our own story. Girl, if you wanna dance with me, oh, first I need that jukebox, then maybe. And if the picture's right, we'll stay long enough tonight. Mom, you can move right there by the corner side.
aimeriez et vous souhaitez qu'on aborde certains sujets à cette émission, bien sûr, en tout temps, vous pouvez communiquer avec nous avec les liens qui sont au bas de l'écran. Je veux vous remercier partout sur le réseau du MaTV Grand Montréal de nous soutenir de semaine en semaine pour votre information. Et une autre façon de le faire, de nous appuyer, c'est de jouer avec nous tous les dimanches 9h30, soit à notre bingo 3500 $ à gagner, dont 2000 $ pour la carte pleine cette semaine. Je veux remercier toute l'équipe et je vous dis à très bientôt. Girl, if you wanna dance with me, oh, first I did that jukebox, then maybe